Ok. Eh ben, merci. Bonjour tout le monde. Ça va être une présentation très en petit comité. Ben, nous, on est le comité Justice, Équité, Diversité de l'ISIEB. Et dans le cadre des séminaires de l'ISIEB, on a invité la professeure Isabelle Collet à nous faire une présentation. Ben, ça y est, j'ai plus votre page. Bon, je vais me débrouiller. Vous n'inquiétez pas, vous inquiétez pas. Merci. Pas de souci. Bon, alors, puisqu'on est en petit groupe, on va le faire cosy, je vais m'asseoir. Je ne demande pas en ligne s'ils me voient parce que je sais qu'il n'y a pas de caméra, mais je pense qu'en ligne, ils m'entendent, c'est l'essentiel. Bien, alors, donc je suis Isabelle Collet, je suis professeure à l'Université de Genève, je suis en sciences de l'éducation, je suis sociologue, et avant, il y a longtemps, j'étais informaticienne, et j'ai commencé à programmer à 14 ans, c'était l'époque des disquettes 3 pouces, 5 pouces 1 quart, et je suis partie, au début, alors, attendez, je vais garder un œil sur le chat au cas où... Ah, on me voit? Incroyable, super, je suis ravie de vous voir. Bonjour. Donc visiblement... Ah, et puis je viens de mettre quelqu'un qui est en salle d'attente. Voilà. Bien. Et donc voilà, j'ai quitté l'informatique au début des années 90, non pas parce que j'aimais pas ça, ou parce que je m'étais dit que ça m'intéressait plus, ou que je m'étais trompée de voie, non, ça n'avait rien à voir avec tout ça. C'est parce que je suis arrivée dans le métier à peu près à un des seuls moments où l'informatique en France a arrêté d'embaucher, voire éventuellement licenciait. Et là, à cette époque, j'étais une jeune femme mariée, donc suspectée de vouloir des tas d'enfants, et pour un employeur, j'étais clairement pas le premier choix. Comme j'avais été formatrice en informatique pendant un certain temps, je me suis dit qu'il me faudrait un diplôme de l'éducation, parce que pour être formatrice, c'était quand même mieux d'avoir un diplôme qui allait avec. Parce que moi, j'avais un diplôme de traitement du signal numérique, traitement du signal 3D. Et puis c'est là que j'ai découvert les études genre, que ça m'a plu, et que je suis restée, et que j'ai travaillé sur ce curieux phénomène qui m'est alors apparu et pour lequel je n'avais pas d'explication, parce qu'à l'époque, j'étais assez naïve, j'étais dans l'idée que l'égalité entre les hommes et femmes était réalisée, qu'il n'y avait aucun problème, que mes parents, enfin ma mère avait eu des problèmes pour faire des études de sciences parce qu'elle était une femme, mon père a eu des problèmes pour faire des études de sciences parce qu'il était de classe populaire, mais là c'était bon, l'égalité était arrivée. Et donc je comprenais pas forcément trop pourquoi moi j'y étais pas complètement arrivée. Et en arrivant à Nanterre, en sciences de l'éducation, là où j'ai repris mes études, je me suis dit, mais c'est quand même curieux l'informatique, parce que quand j'y étais, on n'était pas très nombreuses, mais j'ai l'impression qu'au moment où je démarrais ma thèse, en 2000, c'est pire. Alors qu'on n'arrête pas de dire égalité en marche, il y a de plus en plus de femmes dans tous les domaines, l'espace d'une génération, l'affaire sera réglée. Bon, clairement, si dans l'espace d'une génération ce serait réglé, je serais pas là, parce que ça fait 25 ans que je travaille sur le truc. Et donc je me suis dit, mais quel est ce phénomène bizarre qui fait qu'alors qu'on a des discours qui portent l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines et qu'on semble dire c'est réglé, dans la discipline d'où je viens, ça a l'air d'être pire. Donc voilà, sur cette idée, sur cet étonnement-là, j'ai commencé mes travaux de recherche, ma thèse. Donc je suis entrée en thèse en 2000. Autant dire qu'à cette époque-là, ça intéressait absolument personne. Ça intéressait personne en informatique parce qu'en gros, les personnes que j'ai interviewées, les hommes que j'ai interviewés dans le cadre de ma thèse, me disaient, en même temps, les femmes, elles n'aiment pas, donc on va pas les forcer. Sous-entendu, de toute façon, on a les mecs pour faire le boulot, donc ça ira très bien. Et du côté des sciences sociales, ça intéressait personne parce que l'informatique, ils savaient déjà pas trop ce que c'était. Et puis il y avait cette croyance que comme c'était une discipline jeune, on n'avait pas un passif d'inégalité comme on pouvait avoir dans des disciplines plus anciennes, comme les maths ou l'ingénierie ou les écoles d'ingénieurs créées par Napoléon. Enfin, il n'y avait pas ce passif, et donc avec l'informatique, les femmes entreraient dans cette discipline neuve, ce qui a été vrai pendant un temps, vous allez voir. Et donc, c'était pas un sujet. Donc, j'ai soutenu ma thèse dans une indifférence générale,
sauf de ma directrice de thèse, heureusement. Et c'est que très récemment, donc moralité, j'ai ensuite travaillé sur autre chose. J'ai travaillé sur la formation des enseignants et des enseignantes aux questions de genre, de sciences, mais pas que de sciences. C'est là-dessus que j'ai eu un poste à l'Université de Genève. C'est pas du tout pour mes travaux sur l'informatique. Ça a été une valeur ajoutée a posteriori. Et vers les années 2015, par là, ça a commencé à devenir un sujet. J'ai compris que c'était un sujet quand la Société informatique de France m'a invité pour sa journée annuelle consacrée aux femmes en informatique, où j'ai retrouvé dans la salle des personnes que j'avais interviewées environ 15 ans avant, qui étaient super contentes d'être là et super contentes de me voir, parce que ça voulait dire que depuis qu'elles m'avaient fait une interview, des choses avaient progressé. Et puis soudain, c'était devenu un sujet, et tellement un sujet que les personnes qui étaient au CA de la Société informatique de France, qui étaient à l'époque quand même presque que des hommes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, me disaient, bon, puisqu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu, comment ça se fait que les femmes ne sont pas là? Qu'est-ce qu'on fait, nous, qui fait qu'on ne les attire pas? Et là, c'est très différent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes recherches, on était sur « elles veulent pas, on va pas les forcer », c'est la faute aux femmes. Et là, arrivé en 2015, on est sur nous, les informaticiens, nous, les institutions d'informatique, on se comporte d'une certaine manière qui fait que ces femmes qui ont de bons résultats ne veulent pas venir chez nous. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Et donc là, on peut commencer à travailler. Parce que tant qu'on dit c'est la faute aux femmes, elles ont qu'à venir, on les en empêche pas, la marge de progression est toute petite, quoi. Quand on commence à se dire peut-être que de notre côté, on fait un truc qui n'est pas OK, voilà, là, on peut commencer à travailler sur qu'est-ce qui se passe qui n'est pas OK. Alors, on va commencer par parler un peu de chiffres pour objectiver où on en est. Voilà, ça c'est en Europe la part des femmes dans les études d'informatique. Alors évidemment, pour qu'il y ait des femmes dans les métiers de l'informatique, c'est pas mal qu'en amont, il y ait des femmes dans les études d'informatique. En orange, c'est les hommes, en vert, c'est les femmes. Bon, on voit bien que ça reste quand même pas grand monde, quoi. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas un pays européen qui a la parité de toute façon. Tout à fait dans le coin, vous avez les pays qui sont pas européens comme la Suisse. Donc, chez moi, c'est pas beaucoup mieux que chez vous. En gros, la moyenne européenne, selon ce qu'on compte, ça tourne autour de 15 à 18%. Ça fait quand même pas grand-chose. Et donc, c'est tout à fait remarquable, c'est que ça, c'est les chiffres de 2021. Je vous rassure, les chiffres de 2023, on n'a pas pété les plafonds. On a un léger mieux dans beaucoup de pays, mais on est quand même globalement dans les mêmes clous. Mais regardez ces courbes qui nous montrent, aux États-Unis, la répartition des hommes et des femmes dans un certain nombre de disciplines universitaires. Alors vous voyez, on part dans les années 70, tout le monde est à peu près dans la course, tout le monde augmente à peu près à la même vitesse. En rouge, vous avez l'informatique, qui augmente même plutôt pas mal, et qui dépasse les autres disciplines scientifiques. En fait, devant l'informatique, j'ai des problèmes, voilà, devant l'informatique, on a les études médicales, la biologie, qui sont des études féminisées depuis très longtemps, mais sinon l'informatique, c'est plutôt très féminisé. Et puis, il se passe quelque chose dans les années 80, les courbes se recroisent, et puis on a un espèce de retour à l'état initial. Moi, j'ai fait mon étude sur la France à l'époque, et je suis allée dans... alors, je voulais avoir des écoles d'ingénieurs qui ont des départements informatiques depuis suffisamment longtemps pour pouvoir voir leur évolution. Donc, et en plus, qui était capable de me donner soit des chiffres avec les hommes et les femmes depuis longtemps, soit des annuaires où je pouvais compter à la main les hommes et les femmes dans les différentes promotions. On a du temps quand on est en thèse, on peut faire des trucs comme ça. Et donc voilà, ça c'est donc la France. Alors c'est les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs. En rouge, vous avez la part des femmes dans les écoles d'ingénieurs en France. Là, cette année, je suis allée vérifier, on est à genre 29,5%. En fait, on a une asymptote qui s'approche de 30% depuis 10-15 ans sans jamais l'atteindre. Mais par contre, vous voyez, en bleu, vous avez l'informatique. Jusque dans les années 80, les femmes en informatique, dans les écoles d'ingénieurs, c'est plutôt une filière plus féminisée que les autres.
D'ailleurs, la seule filière qui était plus féminisée que l'informatique, c'était agroalimentaire, ce qui n'est pas étonnant, hein. Et puis, pareil, dans les années 80, les courbes se recroisent, et là, on a quasiment un retour à l'état initial. Aujourd'hui, j'ai vérifié les chiffres 2023, école d'ingénieurs, de mémoire, on doit être à 16%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce qui se passe dans les années 80? Pourquoi on en est là? Alors, on va faire un petit peu d'histoire de l'informatique. On va commencer à l'origine. Le premier programme informatique est écrit par une femme sur un ordinateur mécanique, une machine inventée par le mathématicien et ingénieur Charles Babbage en Angleterre. Ada Lovelace est mathématicienne. Alors, elle a fait des mathématiques pour une raison amusante, enfin je trouve amusante. C'est la fille de Lord Byron. Lord Byron était célèbre pour sa vie dissolue et moralement répréhensible. Alors il coche à peu près toutes les cases pour l'Angleterre de l'époque et même pour notre morale d'aujourd'hui. Homosexualité, inceste, dette de jeu, homme à femme, homme violent envers les femmes. Enfin voilà, c'était pas quelqu'un... C'est peut-être un grand poète, mais qui avait une vie privée particulière. Et la mère d'Ada, qui avait donc épousé Byron, avait très peur que sa fille hérite de la perversité de son père. Pour tout le monde, il est absolument évident que Ada serait une femme brillante, vu que son père était un des plus grands cerveaux de son époque. En tout cas, il était reconnu comme tel. Mais si vous voulez, c'est un package. Si elle est brillante, eh ben, elle a la même perversité. Donc sa mère faisait attention de la protéger de cette perversité, et sa mère a estimé que la poésie romantique avait amené Byron à ces écarts de comportement. Donc pour protéger Ada, elle a pensé que les maths étaient une bonne solution. À 16 ans, elle s'est enfuie avec son prof de maths. Comme quoi, c'est moyennement efficace. Voilà. Mais malheureusement, le prof de maths a eu la trouille de la famille de Ada, c'est lui qui l'a ramenée. Enfin bon, elle a eu une vie extrêmement compliquée entre la surveillance incessante de sa mère, son mari s'entendait trop bien avec sa mère pour son propre équilibre à Ada, mais elle a rencontré Babbage, elle a trouvé que sa machine était extraordinaire, elle a même eu une vision de cette machine au-delà de ce qu'elle était capable de faire, parce que c'était une machine qui était destinée à faire des calculs statistiques, mais elle s'est dit, mais cette machine pourrait faire n'importe quel calcul, elle pourrait faire peut-être n'importe quelle opération du cerveau humain, et le fait est, elle invente un principe qui en informatique est quand même un tout petit peu important, elle invente la boucle. Et là, en arrière-plan, vous avez la note de commentaire d'un mémoire sur la machine où on voit qu'elle invente une boucle pour calculer une suite de Fibonacci avec donc des itérations jusqu'à une condition de sortie. Bon, après, ce qui se passe, c'est que donc elle publie son mémoire sous ses initiales, parce que pour une femme, ça aurait été impudique de publier son mémoire sous son nom complet. Il est plutôt bien reçu, mais enfin bon, de toute façon, comme la machine finit par ne pas fonctionner et que Babbage est à sec d'argent, cette découverte n'est pas poursuivie. J'aime bien montrer cette image-là. Je choisis exprès cette image-là, qui est en fait un montage entre une peinture faite d'Ada Lovelace et son travail, parce que souvent on la voit en robe de cour, avec des dentelles, des fanfreluches, enfin, comme on pouvait être à la cour de la reine Victoria, et ça fait plus princesse mathématicienne que mathématicienne, vous voyez. Alors, si je vous mets un portrait d'un homme de science et je vous dis c'est un homme de science, a priori vous me croyez. Si je vous mets un portrait d'une personne qui est habillée comme les femmes de cour dans Sissi impératrice, on a plus de mal à recoller le fait que ce soit une femme de science, même si évidemment ça n'a rien d'impossible. Donc j'aime bien la montrer en surimpression de ce travail, en particulier quand je fais dans des interventions dans des écoles, parce que ça l'installe en tant que femme scientifique. Donc voilà, le premier programme, c'est Ada Lovelace. Et vous allez voir que la programmation, c'est devenu un métier féminin. Alors ça, c'est un des tout premiers ordinateurs électriques, pas encore électronique, électrique, s'appelle l'ENIAC, qui était là pour faire des calculs statistiques et des calculs balistiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait 6 programmeuses qui étaient des mathématiciennes
Certaines étaient femmes d'ingénieurs qui ont construit cet ordinateur et qui programment l'ENIAC. Alors là aussi, les photos sont amusantes parce que quand on demande à des élèves, par exemple, que font ces femmes, évidemment, personne ne vous dit elles programment. Déjà parce que la programmation, ça a beaucoup changé depuis, hein, je le reconnais, c'est moins physique, vous voyez. Mais ça ne reviendrait pas à l'esprit que ces personnes puissent être en train de programmer. Donc, de fait, elles programment. Et parfois, on les appelle les ENIAC Girls, qui est un terme à bannir parce que c'est pas des girls, vous voyez, c'est pas une revue de music hall, c'est des mathématiciennes, des femmes adultes, mariées ou pas, enfin, c'est pas des girls. Donc, la formule des ENIAC 6 me trouve bien plus sympathique. C'était une habitude de l'époque où les femmes étaient calculatrices, c'est-à-dire qu'elles faisaient des calculs à la main. Le film qui les a popularisés pour la NASA le montre bien qu'il y avait des calculatrices qui étaient des femmes et qui comptaient à la main. C'était aussi le cas en Angleterre à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été le cas pour cartographier le ciel à l'épaule de Pickering qui fait une grande cartographie des planètes. Bref, on les appelait les calculatrices et on les appelait alors soit le harem, soit les girls, soit divers noms plus ou moins mignons, mais qui occultent le fait que c'est des scientifiques. Donc, pas les ENIAC Girls, s'il vous plaît, mais les ENIAC 6, qui ont donc programmé le premier ordinateur. Un des premiers ordinateurs, pardon. Et puis, toujours dans la foulée des femmes qui programment, voici Grace Hopper. Alors, elle a fini sa carrière en tant qu'amirale de l'armée américaine, et elle a inventé la compilation. Ce qui, quand on est en informatique, est quand même un truc plutôt utile. Et elle a compilé le langage COBOL, qui est le gros langage d'informatique de gestion et qui a permis de diffuser massivement ce langage de programmation parce qu'elle voulait que la programmation soit à portée de tous et toutes et pas à la portée d'une poignée de mathématiciens ou de mathématiciennes. Et de fait, quand vous écrivez du COBOL, bon, qui a un langage qui a assez lourdeur, c'est moins qu'on puisse dire, mais c'est de l'anglais. Vous pouvez le lire assez littéralement. Et ça change beaucoup, par exemple, de l'assembleur, qui était un ensemble de codes. Donc, elle a inventé le processus de compilation pour compiler le COBOL, et elle a aussi inventé le terme de bug informatique. Donc là, je vous ai mis la photo du premier bug, c'est-à-dire une mythe trouvée dans un relais de l'ENIAC qui a été scotché comme ça, non, du Mark I, pardon, qui a été scotché comme ça sur le tableau de bord, et il y a écrit relais 70, panel F, mythe dans un relais, premier cas de bug réellement trouvé. Et ensuite, elle a utilisé le terme de bug, de debugging. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est une petite histoire de l'histoire des sciences. Ça, vous racontez ça à des élèves, ils accrochent. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bug. Le terme, il est rentré complètement dans le langage courant. Et donc, à partir du moment où on dit d'où vient le bug, et on montre le premier bug, on peut passer à Grace Hopper, qui était une des 10 personnes à pouvoir revendiquer le titre de senior programmeur et homme de l'année de l'informatique en 1968. Donc, c'est vraiment pas n'importe qui, Grace Hopper, et c'est dommage de l'omettre dans l'histoire des sciences. Donc là, vous voyez, on a des femmes à la programmation. Toutes celles que je vous montre, elles programment, parce que la programmation est donc considérée comme sans valeur. C'est un sous-produit des machines. Les machines, il y a des ingénieurs qui construisent les machines. C'est là qu'on a une tradition. Babbage est l'un d'entre eux. Et la programmation, on la prend pas à l'université, elle n'existe pas encore. Vous voyez, on l'invente tout en la faisant. Quand Ada invente la boucle, c'est parce qu'elle est en train de travailler sur la machine qui évidemment était là avant. Quand Grace Hopper invente la compilation, c'est pour accélérer, c'est pour écrire des langages en langue naturelle et accélérer leur processus. C'est pas encore des métiers reconnus, il n'y a pas de diplôme dans les universités. Bref, pour des femmes mathématiciennes qui trouvent pas de boulot et qui deviennent autodidactes en programmation et qu'on va pas payer cher, éventuellement moins que des secrétaires spécialisés, c'est parfait. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le moment où donc les hommes sont à l'armée, et pour les États-Unis, c'est le moment où on fait appel à des femmes pour venir prendre, alors pas tous les métiers, contrairement à ce que pouvait dire la pub de l'époque, mais un certain nombre de métiers. En fait, on resegmente les métiers. Des métiers qui étaient avant des métiers d'hommes deviendraient des métiers plus féminins. On resegmente.
et des femmes arrivent par exemple, dans cette nouvelle industrie qui est l'informatique. Mais quand les vétérans, enfin, quand les soldats reviennent, faut bien les recaser quelque part. Donc, on a vigoureusement poussé dehors ces femmes qu'on avait embauchées en se disant qu'elles seraient de très bonnes profs de maths pour les enfants du baby-boom qui ne manqueraient pas de venir après la guerre. Et donc, on a par exemple des photos comme ça. Alors voilà une photo où on est en train de programmer l'ENIAC en 1946. Quand vous regardez en arrière-plan, il y a des femmes. On leur a pas demandé de venir là pour faire joli et poser sur la photo. Elles étaient réellement, c'était des programmeuses sur l'ENIAC, donc elles étaient vraiment là. Le gars au premier plan, il programme pas. Il est là pour poser pour l'armée américaine. Et ensuite, on a coupé, et ça seulement est parti sur les prospectus. Venez en informatique, il y a du boulot pour vous. Donc il porte un bel uniforme, il fait semblant de faire un truc, c'est un mannequin si vous voulez. Alors pendant ce temps, la programmation et l'informatique se poursuit. Bien, à ce moment-là, environ vers cette époque, ce phénomène... Alors là, j'ai mis cette image, je l'ai mis un peu plus tard, un peu trop tôt. Je reparlerai plus tard. Donc les progrès en programmation se poursuivent. Voici Margaret Hamilton. Il y a un personnage Lego à son effigie qui représente cette photo. Elle pose à côté du code qu'elle a écrit avec son équipe pour poser le module Apollo sur la Lune. Si vous avez regardé cette excellente série qui s'appelle For All Mankind, le personnage de Margot, est inspiré d'elle. Parce que tout au début, il y a un problème dans l'alunissage et elle prévient qu'il va y avoir un problème, et la manière dont elle prévient, c'est ce que justement Margaret Hamilton a corrigé avec son programme d'informatique embarqué. Donc on lui doit quand même le fait que le module Apollo n'a pas fait demi-tour devant la Lune, et elle est la première personne à apporter le titre d'ingénieur logiciel. Par ailleurs, ce qu'elle a développé était un progrès majeur. Et puis à partir alors c'est pas grâce à elle, mais c'est à partir de ce moment-là que l'informatique devient, la programmation informatique devient une matière noble. Ça se sépare de l'électronique, ça arrive dans les universités, il y a des diplômes. Et comme ça arrive dans les universités de sciences, là où il y avait déjà les hommes, ils entrent très nombreux dans cette discipline qui commence à obtenir de la reconnaissance. Et c'est là que se passe, l'image que qui arrivait un peu tôt tout à l'heure. Ce livre-là qui s'appelle Program Inequality raconte comment, au Royaume-Uni, les femmes autodidactes qui programmaient depuis les années 70 se sont fait pousser dehors par ces nouveaux diplômés des écoles. Donc elles étaient formées, elles avaient une expertise, elles s'étaient, auto-formées, mais elles avaient une expertise. Parfois, elles ont formé ces jeunes diplômés qui arrivaient dans l'emploi, qui sont devenus aussitôt leurs chefs. Et en général, elles sont parties parce qu'au bout d'un moment, se faire marcher dessus, ça va quoi. Et ce livre, il explique qu'à ce moment-là, le Royaume-Uni a pris un retard parce qu'ils n'ont pas su tirer un bénéfice de toute cette expertise qui était en fait dans les mains des femmes et qui n'a pas été reconnue. Nous arrivons donc dans les années 80, vous avez vu sur mes courbes tout à l'heure, c'est le moment où les choses se gâtent. Et dans les années 80, il se passe plusieurs choses simultanément. La première chose, pour faire les choses dans l'ordre, voilà, ça permet de faire les choses dans l'ordre. Juste dans les années 60-70, on a une arrivée massive des femmes sur le monde du travail. Et l'informatique en bénéficie comme dans tous les autres domaines. Et c'est pour ça que mes collègues des sciences sociales avaient gardé cette idée que les femmes arrivent dans le monde du travail, et y compris en informatique. Et effectivement, dans ces années-là, elles vont être assez nombreuses. Parce que, comme je vous disais, l'informatique est peu reconnue, mal identifiée, c'est un métier technique, scientifique du tertiaire, donc le tertiaire, c'est pas mal pour les femmes. Et d'ailleurs, si à l'époque, on avait les deux termes hardware, software, c'est pas pour rien. Hardware, comme science dure, le matériel, les hommes. Software, comme science molle. Le logiciel, les femmes. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens quand on voit la proportion d'hommes dans les études de développement logiciel, de génie logiciel, de programmeurs, etc. Mais à l'époque, ça avait ce sens-là. Et puis, on avait des images comme ça à l'époque. Voici les plaquettes de publicité de C2I au Néo-Elbul. Là encore, on n'a pas demandé à des femmes de venir spécialement poser pour la photo.
c'est une ambiance normale de salle machine. Mais là encore, vous demandez à des élèves que font ces femmes, ben vous dites elles sont secrétaires. Bon, déjà, ils ont du mal à reconnaître l'ordinateur parce qu'on a plus l'impression qu'on est chez Picard plutôt que dans une salle informatique. Donc le truc rouge et blanc au fond, c'est l'ordinateur, par exemple. Au premier plan, là, avec les boîtes rondes dessus, ça c'est des périphériques de stockage. On a une grosse imprimante à aiguille qui faisait un potin pas possible. Et puis bon voilà, ça c'était... Et donc là, la personne là qui ouvre le couvercle, elle est en train probablement de changer les bandes magnétiques de sauvegarde. Bon, l'informatique, ça ressemblait à ça et c'était mixte. Et puis ensuite, donc, revenons aux années 80. Que se passe-t-il? Deux choses simultanément, l'arrivée du micro-ordinateur dans les familles et dans l'entreprise. Chaque fois qu'un nouvel objet informatique arrive, c'est les garçons qui sont équipés les premiers. Ça a été le cas pour le baladeur, ça a été le cas pour les consoles de jeu. La Game Boy, c'est pas appelé Boy pour rien. Et donc le micro-ordinateur, c'est plutôt les jeunes garçons qui sont équipés. Et puis en plus, c'était compliqué parce que expliquer à ses parents ou à ses grands-parents pourquoi on voulait ça pour Noël alors que ça faisait pas grand-chose. J'ai un certain nombre de témoignages de jeunes, maintenant de ces époques, donc qui témoignent a posteriori, des trésors de créativité qu'ils employaient pour expliquer que ça leur permettrait d'être meilleurs à l'école, alors que c'était plutôt des ordinateurs de jeu. Mais le fait est, ces ordinateurs arrivent, et dans le grand public commence à s'incarner l'image du geek qu'on connaissait pas avant, on n'avait pas le terme non plus, mais des ados très investis dans le rapport à la machine, qui achètent des magazines où il y a des programmes, ils tapent les programmes et comme ça ils peuvent jouer, puis comme les programmes étaient fous, fallait les corriger, donc on apprenait un peu à programmer. En même temps, les métiers de l'informatique montent en prestige avec des discours institutionnels très forts, de l'ordre du genre c'est l'avenir, le pays doit entrer dans le 21e siècle avec une jeunesse, comprendre des hommes formés à l'informatique. Et puis ces ordinateurs arrivent en entreprise. On quitte le monde des gros systèmes, ce que vous avez vu avant, pour aller dans le monde de ce qu'on appelle les micro-ordinateurs, qui ressemblent de loin à ces ordinateurs de jeu sur la table des jeunes. Alors c'est pas le même, et on fait pas la même chose, mais il y a une fausse continuité de représentation qui se crée entre ces jeunes qui bidouillent des ordinateurs de jeu et ces nouveaux informaticiens sur des ordinateurs personnels qui font des trucs, parce que quand on est un enseignant, une enseignante, des parents, des conseillers ou conseillères d'orientation, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire en informatique dans ces endroits où on utilise des ordinateurs, c'est très mystérieux, mais voilà, c'est la même machine. Et on passe à des images dans les pubs qui ressemblent à ça. Alors, je vous présente l'Apple IIe, c'est là-dessus que moi j'ai appris à programmer. Donc, on a monsieur qui fait le budget familial, parce que c'est sérieux, un Apple, pendant que madame, avec le sourire, fait la vaisselle. Parce que dans les pubs, quand les femmes font des tâches ménagères, ça les épanouit toujours, ça c'est extraordinaire. Bon, sachant qu'à l'époque, on est d'accord, les calculatrices, ça existait. On pouvait faire un budget familial avec une calculatrice. On n'avait pas besoin de tracer des courbes sur cet ancêtre d'Excel qui s'appelait VisiCalc. Fallait vraiment être dans le fantasme. Alors, mon père y était à fond, moi j'y étais à fond, donc c'était pas réservé aux garçons. En fait, je m'aperçois que les femmes de mon époque qui se sont initiées à l'informatique, c'est en général leur père, leur frère, leur oncle, enfin un homme de la famille qui l'amène et qui les embarque avec. Mon père avait pas de fils. Peut-être que s'il avait eu un fils, il se serait adressé à lui en priorité. Il avait 2 filles, il s'est adressé à moi. J'ai appris à programmer avec lui. À côté, vous avez IBM qui annonce le nouvel ordinateur portable. Alors, on est d'accord qu'il est portable à 2 mains et que je pense pas qu'il tient la pose longtemps, là, le gars, parce que ouais. Mais vous voyez d'où on vient aussi, hein. Il a une très très belle cravate, tout ça, mais l'image de qui est informaticien, c'est plus du tout la même chose. Il n'y a plus que des hommes et des secrétaires qui font de la saisie, et plus que des hommes informaticiens, avec cette montée en puissance des métiers de l'informatique et du logiciel. Et puis après, on oublie. Cette histoire, elle est quand même hyper récente, hein. Là, on est dans les années 80, et pas 1880. Ce que je veux dire, c'est que c'est très très récent. Et moi, je fais ma thèse dans les années 2000, et je rencontre 2 types d'hommes en informatique. Ceux qui me disent, c'est quoi le problème avec les femmes en informatique? Il y en a plein.
C'est ceux qui sont plutôt âgés ou ou à la retraite dans quelques années et qui se souviennent de cette époque où effectivement elles étaient nombreuses. L'INSA de Rennes, en 1979, 50% de femmes dans les filières ingénieurs en informatique. Alors, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait une directrice de département informatique qui mettait beaucoup d'énergie pour faire venir des filles, mais on est à l'aube des années 80 et on a une directrice de département informatique dans une école d'ingénieurs qui est l'INSA. Pour revenir à cette situation, on en est très très loin. Donc ceux qui se souviennent de cette époque-là me disent c'est quoi le problème, ils n'ont pas remarqué qu'aujourd'hui c'était pas ça. Et puis à l'inverse, ceux qui n'ont jamais connu cette époque me disent bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, elles aiment pas. Et alors je vais vous raconter la fois où je suis devenue brièvement pendant une demi-journée influenceuse. Il faut savoir se diversifier dans la recherche. Je vous présente Marion Créange. Marion Créange est décédée en 2022. C'est la première personne en France à avoir une thèse en informatique. Et ce jour-là, je reçois un texto d'une copine qui est informaticienne à l'ENS et qui me dit « C'est scandaleux, Marion Créange vient de décéder, elle n'a même pas une page Wikipédia. » Alors qu'elle est la première personne à... aussitôt, je reprends son texto et je le retweet sur Feu Twitter. Mais sur Feu Twitter, il y avait de nombreuses journalistes, des hommes et des femmes journalistes, mais beaucoup de femmes journalistes qui aussitôt reprennent le tweet, le retransmettent, et peut-être une heure plus tard, j'ai mon téléphone qui commence à sonner, de journaux qui veulent faire une nécro de Marion Créange pour qu'il y ait des sources, pour que Wikipédia puisse référencer ces sources, parce que c'est comme ça que ça marche. Et recréer là. Et aussitôt, je reçois aussi des mails d'un contributeur Wikipédia, un informaticien, qui va chercher la page qui avait pas été effacée mais qui n'était pas publiée et où il y avait écrit c'est juste une prof d'université, je vois pas l'intérêt. Alors qu'est-ce qui s'était passé en fait avec cette page? Il y avait eu un début de création de cette page d'une personne peu connue qui évidemment a peu de sources, qui a peu écrit, qui n'a pas été médiatisée, outre les articles qu'elle a publiés soi-même, mais ça suffit pas pour être dans Wikipédia, il faut des sources secondaires. Là-dessus, il y a un fâcheux qui passe et qui dit ouais, bah, et alors? Et puis personne ne creuse et ça passe à la trappe. Donc là, la page est recréée. On retrouve un article qui avait été fait, une interview qui avait été faite d'elle à la Société informatique de France, qui permet de donner une première source secondaire. Là-dessus, il y a des nécros qui paraissent, il y a des anciens élèves qui prennent la parole. Et puis évidemment, un débat se réengage sur Wikipédia avec des gens qui disent « Ouais, c'est pas parce qu'elle est une femme que c'est intéressant, ça commence à bien faire de mettre des femmes partout. » Et puis si ça se trouve, c'est pas la première. Et alors c'est pour ça que vous avez écrit une des premières à soutenir une thèse en informatique, parce que, effectivement, si on va chercher, l'année d'avant, il y a un homme qui était en co-tutelle avec, je sais pas où en France, et le Royaume-Uni, mais sa première inscription était au Royaume-Uni, c'est là-bas qu'il a soutenu, mais au pied de la lettre, comme il était en co-tutelle, voilà. Et j'espère que toutes les notices d'hommes sont passées au crible de la même manière que Marion Créange. Mais le fait est, avec cette expérience-là, en même temps, on a pu voir la quantité de contributeurs prêts à ramener la page de Marion Créange. Parce que ceux qui sont venus de l'aider, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, ils sont toxiques, ils sont efficaces, ils font beaucoup de bruit, ils ameutent leurs potes pour avoir de l'aide, mais à eux tous, ils sont peut-être bruyants, mais ils ne sont pas très nombreux. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en informatique pour avoir ce retournement de représentation? Alors, en fait, c'est quelque chose d'assez classique de ce qu'on appelle le fonctionnement de la division socio-sexuée des savoirs. Quand vous avez un savoir qui permet d'avoir du pouvoir dans la société, par exemple les humanités, le latin, le grec et la philosophie jusqu'aux années 1950, le groupe dominant s'empare de ce savoir, et plus il s'en empare, plus le savoir devient sélectif, puisque le groupe dominant l'exerce. Et on va expliquer que, bien sûr, les femmes ne peuvent pas apprendre la philosophie, le latin, le grec. Déjà, ça les rendrait pas heureuses, ensuite elles n'ont pas le temps, puis c'est des matières tellement intenses, leur psychisme ne tiendrait pas, ça les rendrait trop nerveuses, enfin. Et puis, qui a envie d'une femme savante, et puis blablabla. C'est pour ça que le latin, le grec et la philosophie sont des disciplines masculines. Et puis, le jour où ces disciplines n'ont plus vraiment de valeur dans la société, soudain, c'est plus ça du tout. Non, mais c'est normal que les femmes fassent que les classes de Cagne et d'Hippocane soient remplies de filles, parce que
c'est du langage, et puis elles aiment bien lire, et puis c'est tranquille. Bon. Je vous le fais tourner maintenant avec l'informatique. Quand l'informatique, et en particulier la programmation, n'avait pas de valeur dans la société, on expliquait que c'était normal que les femmes soient bonnes en programmation parce que déjà ça se fait avec un clavier, comme le secrétariat, donc elles ne sont pas dépaysées. Et puis c'est un travail minutieux, répétitif, fastidieux, et les femmes, elles sont bonnes là-dedans. Les hommes, ils ont plus de difficultés. Et puis c'est un travail sédentaire, et donc c'est typiquement un travail pour les femmes, et on pouvait lire dans des magazines féminins qui présentaient un nouveau métier qui était la programmation informatique. Mesdames, si vous savez programmer un dîner, mais vous saurez programmer un ordinateur. On est d'accord, ça n'a aucun sens, hein? Voilà, ça n'a aucun sens, mais on cherchait une main-d'œuvre bon marché pour un nouveau métier qui était en train d'arriver, qui était dans le tertiaire et qui semblait coller. Et puis, l'informatique se met à avoir de la valeur dans la société. Dans les années 80, la population change et puis on va se mettre à fabriquer les stéréotypes qui vont rationaliser le fait qu'il n'y a plus que des hommes. Donc, comme dans le cas du latin et du grec, on disait que les femmes n'avaient pas la force mentale et qu'elles feraient des crises de nerfs si elles faisaient de la philo, là on va dire non mais c'est normal que les hommes soient en informatique, c'est de la logique, c'est des maths, c'est du rapport à la machine, les femmes elles aiment pas, elles préfèrent d'autres choses avec le rapport avec les enfants, avec les animaux, avec les humains, et donc pas l'informatique. Et donc le groupe dominant se met à avoir les capacités naturelles, soi-disant naturelles, pour exercer ce métier, et est donc légitime à monopoliser le champ. Et là, vous avez deux boucles qui se verrouillent. Mais vous comprenez bien que c'est pas, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, autant les humanités ont pu changer, autant l'informatique a pu changer. On peut débloquer et faire tourner les boucles dans un autre sens. Mais évidemment, ça se verrouille assez bien. Ce qui est important aussi avec ce schéma, c'est de comprendre que les stéréotypes, ils viennent a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire, c'est parce que le métier s'est masculinisé qu'on a généré les stéréotypes qui permettaient de rationaliser cette masculinisation. Les stéréotypes, ils viennent là pour rationaliser un ordre social sans employer les mots discrimination, inégalité, domination masculine, etc., etc. C'est plus, si c'est la nature, on n'y peut rien. Si c'est une discrimination et un groupe qui en discrimine un autre, ça rend les gens, ça leur donne mauvaise conscience, si vous voulez, mais ça veut dire que la société peut être changée. Si c'est la nature est bien faite, par définition, que voulez-vous qu'on y fasse? Donc le stéréotype, il vient après coup, pour rationaliser un ordre social en faisant l'économie d'une réflexion sur la domination. Bien, et maintenant, on en est où? Alors, en France, il y a une nouvelle filière d'études, c'est plus si nouveau que ça, elle est encore jeune, qui s'appelle NSI, que l'on peut prendre quand on est en terminale sciences et qui enseigne la science informatique. Et il y a un rapport qui a été fait par une agence de recherche qui s'appelle l'agence phare, par le centre Hubertine Auclair, qui est allé dans des lycées parisiens et qui a interviewé des profs, des élèves, des proviseurs et des proviseuses pour leur demander leur avis sur NSI. Et vous allez voir qu'en termes de formation des enseignants et des enseignantes et des cadres de l'éducation, il y a encore du boulot. Tout d'abord, même avec bonne volonté, les ambitions des élèves font l'objet d'une valorisation différenciée. Alors là, on n'est pas en informatique, on est en français, et il fallait venir présenter des modèles inspirants. Il fallait venir avec la photo de la personne et dire quel métier faisait cette personne et pourquoi. C'était inspirant et quelle carrière, quelle filière d'études fallait suivre pour pouvoir faire ce boulot. Toutes les photos ont été amenées par les garçons ou par les filles, toutes les photos étaient toutes des photos d'hommes, sans que l'enseignante ne remarque quoi que ce soit. En tout cas, ne fasse la moindre remarque. Ensuite, quand les filles venaient avec un métier, elle les extra-encourageait. Elle disait que c'était un métier avec de la pression, c'était difficile et qu'il fallait vraiment qu'elles s'accrochent. Alors, on comprend bien qu'il y avait une volonté de les encourager, mais c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'elle encourage les filles, pas les garçons, ce qui présuppose que les garçons vont y arriver. Et puis, elle avait des termes aussi relativement malheureux. Il y a un garçon qui arrive avec le métier de pompier, et elle lui dit que ça, c'est un choix couillu et viril. Si par hasard une fille voulait être pompière, ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied. J'aime particulièrement celle-là. Vous avez la proviseure d'un lycée et un enseignant qui s'exprime sur la place des filles en sciences. Et la proviseure nous dit, ce qui prouve bien que les femmes ne sont pas immunisées,
Aujourd'hui, dans le lycée actuel, alors les proviseurs aiment bien se passer de manière en surplomb pour parler de l'éducation en général, des écoles en général. Aujourd'hui, dans le lycée actuel, celles qui réussissent le mieux en filière scientifique, ce sont plutôt les filles laborieuses. Laborieuses, on est d'accord, c'est pas positif comme terme, hein. On a quelques garçons laborieux, mais la plupart du temps, les garçons qui réussissent sont des garçons qui, naturellement, ont une appétence pour les sciences. Ce sont des garçons qui fonctionnent très vite intellectuellement et qui, eux, ont beaucoup moins besoin de travailler. Alors ça, c'est ce mythe depuis très très longtemps que les garçons seraient des sous-réalisateurs brillants, alors que les filles font tout ce qu'elles peuvent. Et ça, on le voit, vous allez rire, depuis la maternelle. C'est-à-dire, les filles sont appliquées, les garçons sont, bon, on va dire, un peu fumistes, quoi. Mais ils ont une valeur intrinsèque, et puis un jour, ils vont s'y mettre, et quand ils vont s'y mettre, ça va être extraordinaire. Sachant que cette légende, elle est entretenue et par les garçons, et par les filles, et par les enseignants. Un garçon qui réussirait par son travail a toutes les chances de se faire traiter de PD par les autres garçons, ou en tout cas d'avoir des problèmes au sein de la classe. Donc, vaut mieux éventuellement travailler et prétendre qu'on fout rien. C'est plus viril. Ou alors de rester juste à la limite pour s'en sortir, et on travaillera le jour où on aura vraiment besoin, parce que de toute façon, les enseignants vous accordent un bénéfice du doute. Alors que les filles supposées sages font nécessairement tout ce qu'elles peuvent. Et donc, une fille qui a 14 de moyenne vaut 14. Un garçon qui a 14 de moyenne, bon, là, il a 14, mais quand il bossera, vous allez voir. Alors, sachant que ça se trouve, il est à fond aussi. Par contre, rien ne nous prouve que les filles sont à fond. Moi, j'avais discuté avec des filles en école d'ingénieur, je leur disais, mais quand vous étiez au lycée, vous faisiez de votre mieux? Ben non. Et vous le disiez aux profs? Ben non. Évidemment, on leur foutait la paix, je comprends, hein. Mais ça entretient cette croyance. Et le nombre d'ex-élèves que j'ai interrogés en maths sup ou en école d'ingénieur qui me disaient ouais, oh, je me foulais pas hein, quand j'étais au lycée, j'en faisais pas trop. Il y en a même un qui me disait ouais, oh, ma maths sup, moi, ça a été plutôt une grande fête tout le temps. Bah, je lui dis quand même, mon boss, il me dit je lui dis, racontez-moi une journée type. Bah, il me disait, le matin, on se levait à 6 heures, on travaillait 1 heure, j'étais interne, ensuite on allait au petit-déj, à 8 heures les cours commençaient, en gros toute la journée jusqu'à 18 heures, là on faisait la fête avec les potes jusqu'à 20 heures et puis on bossait jusqu'à minuit. Quand même. Et il me dit, ouais, quand même, on bossait. C'est-à-dire, il aimait bien, il était avec des copains, c'était sympa, les maths, c'était sa passion, donc il n'avait pas l'impression de travailler dur, mais surtout, il avait appris un discours qui lui faisait présenter ses études comme une grosse fête. Et quand j'interviewais les filles qui m'expliquaient qu'à quel point maths sup c'était dur, notamment parce qu'elles n'avaient pas de place en internat, parce qu'il y avait des internats que pour les garçons, et qu'elles étaient en banlieue et qu'elles revenaient, des choses comme ça, on a l'impression qu'on a un garçon brillant qui survole maths sup et une fille laborieuse. Ensuite, on passe à un prof. Il parle des élèves. Il y a ceux qu'on fait S parce qu'on leur dit que c'est la voie royale. Mais ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas scientifiques. C'est beaucoup chez les filles, hein. C'est beaucoup chez les filles. Après, elles partent en langue et en histoire ou en droit parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas faites pour les sciences. Alors que les garçons, ils sont naturellement. Et puis là, je vous l'ai pas mis, mais il y a une fille qui s'exprime en contrepoint et qui dit, mais les profs, ils nous disent ça, mais dans ma classe, les meilleures notes, c'était les filles. Oui, mais ça prouve rien. Donc elles font tout ce qu'elles peuvent. Donc vous voyez comment on entretient un doute permanent chez les filles sur leurs compétences et un encouragement permanent auprès des garçons qui, mine de rien, fait aussi naître en eux un sentiment d'imposture. Parce qu'on vit dans le mythe qu'on va un jour s'y mettre et être brillant. Et si le jour où on s'y met, on n'est pas brillant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce mythe s'écroule. Pour certains garçons, ils préfèrent rester dans le mythe et éventuellement prendre la pente du décrochage scolaire plutôt que se confronter à la réalité. Donc ce mythe, il est en fait très dommageable pour tout le monde. Tout ça pour vous dire que moi, je forme les enseignants et les enseignantes à la question du genre de façon obligatoire et évaluée en primaire et au secondaire à Genève, que j'en suis très heureuse et que ça me semble ultra utile. Et en France, il y a officiellement 18 heures obligatoires en transversal et en disciplinaire dans la formation des enseignants du primaire et du secondaire. Mais soit dit entre nous, pour de vrai, c'est pas du tout le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des écoles qui ont fait des choses. Alors, vous voyez, je suis pas exigeante. Mieux que 15%, c'est déjà qu'on fait un effort. Vous voyez, on est timide. De fait, ces écoles-là font pour la plupart du temps
nettement mieux de 15%, et je vous ai mis des écoles de toutes sortes. Alors par exemple, Adapted School, qui est une école post-bac, mais qui ne diplôme pas, qui donne je sais pas comment on appelle ça en France, enfin des certificats de... Bref, c'est pas des diplômes reconnus éducation nationale. C'est pas des bachelors, des masters. Elle a annoncé qu'elle faisait de la pédagogie féministe. Alors avec un titre comme ça, je dis ah, vous êtes sûre? Elle dit ah, je suis sûre. Et ben elle a tiré des filles. Elle a tiré des filles et des personnes non binaires et des personnes LGBT qui se sont dit une école d'informatique qui annonce ça, ben, il y a des chances qu'on soit bien reçu. Et effectivement. Donc maintenant, elle dit qu'elle fait de la pédagogie inclusive, mais avec le courage d'afficher ce terme-là, ben, elle a envoyé un signal très clair qu'il y a une certaine ambiance qui ne sera pas tolérée. L'école 42 Paris, ils sont partis avec de 5% de filles avec une ambiance absolument délétère pour les filles, de harcèlement, depuis que c'est Sophie Viget, qui est à la tête du groupe 42 et au début de 42 Paris, bon bah déjà elle a jeté tout ce qui pouvait traîner en porno et autres choses de ce genre. Elle a fait une politique très claire contre le harcèlement. Elle a installé un discours volontariste en faveur des filles. Et maintenant, la piscine, c'est-à-dire la période d'entraînement avant d'entrer, est paritaire. En tout cas, à 42 Paris. Lausanne, on rame encore un peu plus. Lausanne, on est autour de 20%, sachant que l'école d'à côté qui pourrait lui faire concurrence est plutôt autour de 9%. Donc, autant dire qu'on casse la baraque. Je dis on parce que j'ai donné un petit coup de main à l'équipe dans son discours. Et puis là, je vais vous parler un peu plus de ces écoles qui ont eu des grands succès, qui sont NTNU en Norvège et Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Si vous voulez réussir une intégration, il faut 3 étapes. Si on rate une de ces étapes, ça marche pas. Le chaînage ne s'enclenche pas. Bah, premièrement, si vous voulez recruter des gens, bah, faut les intéresser. NTNU, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait alors beaucoup de choses, de la pub, des dépliants, des sites web. Et ils sont allés dans des salons, ils ont fait de la pub au cinéma, ils sont allés dans les lycées, ils ont formé les profs dans les lycées à présenter les sciences, la science informatique, pardon, de manière plus mixte. Ils ont mis en évidence des perspectives de carrière. Bref, ils ont suscité un vivier. Et ensuite, pour pouvoir les recruter, ils ont fait 2 choses. En fait, leur action, c'était, leur angle, c'était il faut augmenter la visibilité, la représentation des femmes pour qu'elles n'aient pas l'impression qu'elles vont être hyper isolées, parce que ça freine. Ils ont fait un Women's Day à l'université, c'est-à-dire une journée réservée aux femmes intéressées par l'université. C'est pas pour les protéger parce que c'est des pauvres choses, mais c'est que on voit qu'on est nombreuses dans ces cas-là. Parce que si on est, mettons, 100 femmes parmi 600 personnes, bah, on a l'impression qu'il n'y a pas de femmes. Si on est 100 femmes, bah, on est 100 femmes. Donc, ce Women's Day permet au moins de montrer qu'il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à la science. Et puis, ils ont mis en place une politique de quotas. Et si je l'ai mis en rose, c'est parce que dès l'année suivante, ils ont arrêté pratiquement toute la première partie qui coûtait cher pour des effets assez peu convaincants. Pas tout, hein, mais une partie de voilà, les flyers, les pubs, voilà, ça c'était cher pour assez peu d'effets. Et par contre, comment ils ont fait leur quota? Bah, ils ont recruté la promo de façon normale, et les 30 venant ensuite sur la liste d'attente, ils ont pris que les femmes, jusqu'à un seuil de notes qui était jugé comme suffisant, c'est-à-dire la moyenne de l'université. Alors ça a un peu secoué, hein, ça a un peu protesté, mais en fait, avec leur politique de quota, ils n'ont pas supprimé des places pour les hommes, ils ont ouvert 30 places en plus pour des femmes, et ils ont garanti que leur niveau leur permettait d'entrer, puisque leur moyenne était supérieure à la moyenne de l'université. Et ça, c'est clairement ce qui a marché le mieux. Bah, ils sont passés en une année de 12% à 40%. 30% pour eux. Et puis ensuite, socialiser, parce que le grand problème, c'est que les femmes, il faut qu'elles restent. Il y a vraiment un problème de perte d'intérêt, de confiance. Donc, il faut socialiser l'institution à la présence de ces femmes. Donc, en embauchant plus de femmes côté enseignement, en invitant des femmes qui avaient des réseaux d'entreprises pour montrer qu'une fois sorties de l'école, elles auraient toujours des réseaux qui permettraient de les soutenir, en faisant des espaces non mixtes. Là encore, non pas pour les protéger, mais quand on est au global dans une université de sciences assez peu nombreuse, se retrouver entre filles dans des espaces non mixtes permet de discuter de choses dont on ne discuterait pas avec les garçons
Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'aime pas les garçons. Ça veut dire que, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je comprends les gens qui sont réticents à la non-mixité parce que, à la sortie de mes études d'informatique, donc je suis rentrée en thèse ensuite, et puis on m'a proposé d'aller visiter en Belgique un centre de formation non mixte. Et moi, alors que je faisais une thèse sur le genre, j'étais là, ouais, non mixte, pourquoi, c'est quoi le problème? Moi, j'ai pas de problème avec les garçons, gna gna gna. J'étais jeune, m'en voulais pas. Je suis allée dans ce centre de formation non mixte, et en fait, j'ai vu que c'était pas des réunions tupperwares. On était là pour faire de l'informatique, on discutait d'informatique, on discutait de pourquoi on avait besoin d'avoir un temps non mixte avant d'aller en entreprise, qui elle serait mixte et qui nous permettait d'être plus armés. Aussitôt, j'ai été convaincue. Alors, aussitôt, je veux dire, j'ai passé une semaine, j'étais convaincue. Ça a été très très rapide, faut l'expérimenter, on va dire, pour le croire. Et puis, des activités de socialisation, alors j'ai mis entre guillemets féminines, c'est-à-dire ils ont proposé des activités qui d'ordinaire attiraient davantage les femmes que les hommes pour montrer que c'était une université, qu'il y avait des activités variées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que LAN party ou programmation de robots, mais aussi cours de cuisine. Alors ça fait un peu essentialiste, on est d'accord. Je vois bien la limite du truc, mais les hommes avaient tout à fait le droit de s'inscrire aussi en cours de cuisine, et je fais bien le pari qu'il y en avait. C'est une façon de varier les activités. Maintenant, je vous emmène à Carnegie Mellon. Alors, eux, ils n'ont pas mis de quota, ça leur a coûté plus cher, ça a demandé plus d'efforts, parce que le quota, c'est la façon intellectuellement satisfaisante, mais bon marché et efficace, d'arriver à 30% en un an mécaniquement. Mais je suis d'accord que c'est intellectuellement satisfaisant. Mais si on n'a pas les sous et qu'on n'a pas les moyens de faire les efforts, il faut être pragmatique, ça marche. Carnegie Mellon, dans ce qu'ils ont fait de plus remarquable, c'est qu'ils ont regardé quels étaient leurs critères d'admission. Et ils se sont dit, mais pourquoi on met nos critères d'admission sur l'informatique? On va former les gens en informatique pendant 5 ans. S'ils savent brancher deux ordis pour faire une LAN party et qu'ils ont paramétré la Freebox de leurs parents, franchement, ça prouve pas qu'ils vont être des informaticiens. Ça prouve une certaine, je sais pas, appétence, ou alors qu'ils étaient au pied du mur, j'en sais rien, mais ça prouve pas grand-chose. Alors, ok, des compétences en informatique sont bienvenues, mais il y a peut-être d'autres compétences qui sont bienvenues. On n'arrête pas de dire que pour être ingénieur, il faut avoir des compétences très variées pour pouvoir avoir une vision globale. Eh ben, on va dire qu'on a aussi à avoir envie de personnes qui font des arts, qui font du sport, qui parlent des langues étrangères, qui sont capables de s'investir pour leur communauté, qui ont fait du bénévolat. Tout ça, c'est bienvenu, et ils ont recruté en fonction. Et pas seulement sur des compétences techniques. Et ils ont communiqué sur le fait qu'ils avaient besoin de personnes comme ça. Et ensuite, côté socialisation, ils ont fait plusieurs choses intéressantes. Ils ont fait des cours sur le genre. Ils ont fait des cours sur le genre à tout le monde pour qu'on puisse comprendre pourquoi on fait ces efforts. Là encore, on ne fait pas ces efforts parce que sinon les filles, elles n'y arrivent pas. On fait ces efforts parce qu'il y a une censure sociale qui les pousse dehors tout au long de la scolarité. Et là, si on ne fait pas un effort, elles risquent encore d'être poussées dehors. Et on va expliquer aux filles et aux garçons pourquoi on fait ces efforts. Ils ont fait des groupes de niveau quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des cours techniques où il y avait des implicites. Vous voyez, du genre, bon alors tout le monde a déjà fait ça. Plutôt les garçons dans le tout le monde. Et si on part de la base de tout le monde a déjà fait ça, on laisse sur la route une certaine population. Donc dans ces cas-là, des cours de niveau, avec certains cours, on part de l'idée qu'il y a on part de zéro. Il n'y a pas d'implicite. On explicite tout pour arriver au même endroit, mais on fait attention à tout expliciter. Et puis, connecter de façon plus claire à quoi ça sert avec comment on le fait. C'est-à-dire intégrer la communauté autour pour mettre en œuvre. Si on fait qu'une seule chose, et je finirai avec cette slide, si on fait qu'une seule chose, c'est pas un vrai graphique, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Quand vous demandez aux gens en informatique s'il y a du sexisme, 82% des personnes vous disent qu'il n'y a jamais eu de problème de sexisme dans le numérique et 18% sont des femmes. Et je ne dis pas que tous les informaticiens temps plein s'appliquent à discriminer 100% des femmes. C'est absolument pas ce que je dis. Mais étant donné qu'elles sont 18%. Alors j'ai un exemple avec une école dans laquelle je suis allée faire des études, une recherche où elles étaient 2 sur 40. Il y a 38 mecs. Imaginez sur ces 38 mecs, il y en a 5 seulement, c'est des gros lourds. En soirée, ils picolent, ils mettent les mains aux fesses, ils insultent, ils font des plaisanteries grivoises, enfin,
5 sur 38. Hein, ça va. Bon, comme elles sont 2, elles se les prennent temps plein. Et les autres, là, les 35, faut que je fasse des soustractions correctes. La trentaine d'autres qui sont plutôt correctes, dont une poignée qui sont leurs potes. Hein. Qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Bon, ben, en général, quand c'est vraiment très grossier, très vulgaire, ils interviennent. Oh non, t'es con, c'est pas possible, arrête. Ou alors, ils restent avec les filles pour les protéger. C'est déjà pas rien. En soirée, par exemple. Mais la plupart du temps, bah, ils pensent que c'est pas leur problème. C'est un problème de filles. Alors, vous comprenez bien que s'il y a 2 filles sur 40 mètres, c'est pas un problème de filles. C'est un problème de promo. C'est un problème de filles, elles vont jamais s'en sortir. Sur ces 30 mecs, si chacun fait une blague sexiste par mois, qui fait pas une blague sexiste par mois, y compris moi-même, très honnêtement. Bon, bah, si chacun fait une blague sexiste par mois, pour elle, c'est temps plein. Et c'est ça le problème. C'est cette proportion et le manque de solidarité de la part des mecs qui ne valident pas le sexisme, mais qui ne voient pas pourquoi ils devraient faire partie de la solution. Et ils ne voient pas pourquoi ils devraient faire partie de la solution, parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est un système, parce que, comme m'a dit l'un d'entre eux en interview, moi les filles en informatique, je ne suis pas contre, c'est gentil, voilà. Mais ça ne va pas suffire. Et puis surtout, qu'ils ne se rendent pas compte non plus que, comme elles sont si peu nombreuses, très très peu d'événements sexistes, pour elles, c'est une pression continue dont elles ne peuvent plus et qui font qu'à la fin, elles disent non, alors l'informatique, j'ai pas de problème, non, c'était sympa, non, les cours, c'est bien, ouais, mais l'ambiance, j'en peux plus, non, je vais pas rester. Et là, il y a les directeurs de filière qui tombent, disent ah, mais pourtant, vous avez de bons résultats. Donc, il y en a une qui allait expliquer son vécu de l'année et le directeur de la promo, un gars brillant probablement, lui dit mais c'est quand même bizarre, ça arrive pas qu'à vous. Si, ça arrive qu'à moi, on est 2. C'est-à-dire que ça arrive qu'à nous 2, forcément. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas conscience que 2 filles sur 40, forcément, l'expérience, elle n'est pas tout le temps extraordinaire, quoi. Donc, si on fait qu'une seule chose, c'est une lutte implacable contre les violences sexistes et sexuelles, contre la culture du viol, contre le sexisme ordinaire, et une lutte continuelle, pas avec les femmes, pas que avec les femmes, parce que avec de telles proportions, ça peut pas être un problème de femmes. Voilà, j'ai fini mon bouquin, il n'y en a plus. Mais il y en aura un nouveau si je finis la biblio en avril prochain et je vous remercie. Si vous avez quelques questions, là moi je regarde le chat. Non mais oui, là je l'ai sous les yeux. Bon, le chat a l'air content. Si vous moi, c'est drôle parce que j'ai eu le premier ordinateur, effectivement, dans les années 80, j'avais 6 ans, et mes parents l'ont acheté pour mon frère aîné, mais du coup, j'ai pu en bénéficier. Voilà. Et, je programmais, mais ça m'a été amené parce que mon frère était là. C'est ça, voilà. Et que mes parents se sont dit, ah, mais... Bon, tant qu'il est là, vu que ça coûte cher, hein. Mais c'est vrai que c'est... Ah, il y a même un... attendez, je vous mets les... Je vais sortir. Voilà, on va sortir, comme ça vous allez voir les questions sur le chat. On va peut-être commencer par celle du chat. Non, il n'y a pas de questions, il y a juste des commentaires. Là, il y en a un qui a traquenardé son fils de 12 ans en le coinçant devant l'écran. Allez-y, je vous écoute. Et du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Romain, quid de la taxonomie systématique. Alors, c'est une remarque que je me suis faite, parce que nous, c'est pas forcément un milieu que vous connaissez. Voilà, vous êtes des taxonomistes systématiques, ouais, c'est ça. Ouais. Sur les différents organismes, et de façon un petit peu empirique, et je crois qu'il y a de la littérature là-dessus, il faudra que je recherche un peu plus précisément. Donc de façon empirique, les chercheuses dans ce domaine-là tendent à travailler sur, c'est un peu ce que vous décriviez pour l'informatique, sur des groupes qui nécessitent de la minutie, qui ne sont pas prestigieux, qui sont un peu considérés comme difficiles, pénibles, voilà, des petites bestioles, des petites trucs qui nécessitent de passer son temps à la bino et tout ça, alors que les hommes vont plutôt bosser sur des groupes impressionnants, visuellement, voilà, spectaculaires. Les lions, les éléphants, ouais, les grosses bêtes, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, c'est
J'ai pas trop de recommandations de quoi à faire, mais c'est vrai que c'est un parallèle qui est assez frappant aussi. Ouais. Et c'est sûrement, alors je connais rien en taxonomie, c'est sûrement aussi, c'est des groupes difficiles, peu reconnus, peu salués. Donc les hommes partent, il y a de la place. Dans une situation concurrentielle, si on vous laisse passer nulle part, vous allez là où vous passez, donc vous vous retrouvez là. Et après, on justifie en disant, ouais, elles aiment les petites bêtes, c'est précis, c'est méthodique. Voilà. J'imagine. Ouais. En informatique, les femmes, on les retrouve aujourd'hui à la documentation, à la formation et éventuellement au marketing produit, ce qui est un petit peu mieux. Mais en général, aucune de ces dimensions ne finit dans le COMEX. Voilà, c'est-à-dire, sauf si on est dans une boîte de formation, en général, c'est pas le centre de l'activité de l'entreprise. Et après, on va dire, ah oui, mais c'est normal parce que les femmes, elles aiment la formation, elles aiment la documentation. Moi, j'ai payé ma thèse en faisant de la documentation en anglais pour une boîte de télécom. J'aimais pas ça. Soyons très clairs, j'aimais pas ça. Pourquoi j'ai eu ce poste? Parce que personne ne voulait le faire. Moi, j'avais besoin de sous pour payer ma thèse. Je suis allée le faire. Et j'aurais pu tout à fait participer à la croyance qu'en fait, les femmes, elles aiment faire la documentation. Alors, avec des enseignants du primaire, ouais. Je vais vous montrer. Hein, voilà, le mieux, c'est que je vous montre. Hop. Ah c'est pas mon ordinateur. Je vais pas vous montrer, excusez-moi. Moi, ça y est, je me sentais chez moi. Voilà, alors... mais vous allez pouvoir retrouver ça facilement. Si vous allez sur le site de mon équipe, donc Isabelle Collet, Université de Genève, on peut y aller, oui, ça par contre, c'est pas mon ordinateur, mais en ligne, ça c'est possible. Il y a un outil qui s'appelle la toile de l'égalité, que j'utilise en formation. Donc c'est un outil que j'ai mis un peu de temps à mettre au point, mais qui maintenant marche plutôt pas mal. Voilà. Outil de formation et toile de l'égalité. Voilà, on va repartager et puis je vais vous montrer ça. Voilà, hop. Voilà, la toile de l'égalité. Ça a cette tête-là. Alors, ouais, c'est pas hyper pratique. Enfin, vous voyez, il y a 4 coins qui sont ce que les élèves doivent vivre en classe, à mon avis. Exister collectivement, apprendre en confiance, acquérir des savoirs, exister singulièrement. Et ce qui est sur le cercle, c'est ce que j'aimerais que les enseignants mettent en œuvre comme compétence pour pouvoir faire vivre les 4 points. Installer la coopération, employer une langue inclusive, rendre visibles les groupes socialement dominés, ancrer le savoir dans le quotidien, etc., etc. Vous voyez, une zone là qui s'appelle éduquer à l'égalité, c'est tout petit et malheureusement, l'éducation nationale fait pratiquement que ça. C'est-à-dire, elle part de l'idée que les questions d'inégalité, le problème c'est les jeunes, qui sont inégalitaires entre eux, qui s'insultent, qui font tout un tas de trucs. Ce qui est vrai, je veux dire, j'ai pas dit que les jeunes étaient innocents, et qu'il faut éduquer les jeunes à l'égalité. Il faut leur apprendre à déconstruire les stéréotypes, comme si une fois qu'on leur aurait appris à les déconstruire, ils allaient magiquement être tous déstéréotypés et faire pousser un monde spontanément égalitaire. Ben non, on les élève dans un monde qui est structurellement inégalitaire, on ne peut pas espérer que depuis leur classe à 6 ans, 10 ans, 12 ans, ils savent nous générer un monde égalitaire. Donc c'est d'abord un job de la part des enseignants de vérifier que dans leur pratique, ils sont capables d'installer une pédagogie de l'égalité. Et l'autre chose que je veux faire avec ce schéma, c'est que je ne veux pas me placer en aval. C'est-à-dire j'en ai marre de me placer en lutte contre les discriminations. Vous voyez, il y a une discrimination, je lutte. Il y a une discrimination, je lutte. Ce serait quand même beaucoup plus pratique si on installait un cadre dans lequel les discriminations ne pouvaient pas s'exprimer. Alors, je ne suis pas naïve, c'est pas du 100%. Mais si on essaie de contrôler en tant qu'enseignant ou enseignante au maximum le cadre, quand il y a quelque chose de manifestement violent, haineux, discriminatoire qui apparaît, c'est plus facile d'aller le dénoncer. Et donc, avec les enseignants et enseignantes que j'ai en formation, je leur propose d'aller observer des situations et de venir avec la toile et de rayer quand quelque chose ne se passe pas. On suppose que tout ça, ça se passe, mais sait-on jamais, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas. Et donc, ils rayent. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a eu vraiment de la coopération mixte entre les garçons et les filles? Sinon, on raye. Est-ce que la langue a été inclusive? Alors, je sais que c'est pénible de dire les étudiants, les étudiantes, les enseignants, les enseignantes. Je ne prétendrai pas que ça me vient tout seul, c'est facile, etc. Mais allez écouter mon collègue de Neuchâtel, Pascal Guigax, si vous avez un doute, ça a un vrai effet sur le cerveau.
Donc, est-ce que la langue est inclusive? Est-ce que le climat est favorable à l'apprentissage? Genre, on s'insulte pas. Est-ce qu'on a pu s'exprimer ses émotions? Enfin bref, on prend tout ça et on raye ce qui n'a pas marché. Et donc, on objective à quel moment la leçon n'a pas été inclusive. Et puis ensuite, on reprogramme une leçon pour faire en sorte que ce qu'on a rayé, eh ben, on le fait exprès. On ne peut pas avoir une leçon parfaite. Il n'y aura pas la leçon dans laquelle tout se produira. Ça, c'est pas possible. Mais si on peut faire en sorte de faire certaines leçons où on fait attention, eh ben, à rendre visibles les groupes socialement dominés, où on va parler d'Ada Lovelace et de Grace Hopper, une leçon où on va arrêter de parler des hommes de la préhistoire, mais des humains préhistoriques, une leçon, enfin, vous voyez le truc, quoi, eh ben, on installe un cadre égalitaire. Alors, sauf que pour faire ça, moi, j'ai 30 heures, hein, évidemment. Alors, j'ai quand même un petit peu le temps de m'installer. Ouais. Le nom de votre collègue de l'université de Châtellerault. Gygax, G-Y-G-A-X, comme le créateur de Donjons et Dragons. Ouais, mais pas Gary, c'est Pascal Gygax. Et il vient d'avoir un énorme prix suisse de neurolinguistique. Donc soudain, en Suisse, ça a mis un coup de projecteur énorme sur ses études. Et il montre par exemple très bien, dans le cerveau des gens, que les collectifs au masculin n'ont pas la possibilité de vous faire représenter la mixité. Le cerveau, il n'y arrive pas. Ouais. Je rebondis sur ça, je trouve ça vachement intéressant. Je regarderai les travaux de ce collègue. En France, il y a un débat récurrent médiatique sur ça. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse francophone. Aussi. En France, il y a eu une influence, je pense, qui est extrêmement néfaste. C'est celle de l'Académie française. Est-ce que en Suisse francophone, vous suivez aussi cette espèce de truc-là, l'Académie française, ou vous avez un peu plus de recul? Alors, honnêtement, l'Académie française, ça nous fait marrer. Parce que la seule fois qu'elle défend la francophonie, on est mort de rire, parce que sa façon de défendre la francophonie, c'est de dire que le français roman, c'est un patois ou un espèce de créole, enfin, vous voyez le truc, voilà. Alors, effectivement, on a des termes propres, mais c'est pas qu'il est moins bon, c'est qu'il y a un français de France, un français de Québec et un français de Suisse romande, quoi, c'est tout. Donc, à partir de là, forcément, ça nous l'a décribilisé un bon moment. Là, le dictionnaire qu'elle vient de sortir, mais je veux dire, voilà, c'est formidable. Mais vous l'amenez à l'école, ce dictionnaire, c'est une tuerie. Les élèves, ils font des bons en l'air. L'avantage, c'est que, voilà, oui, et sexiste. Une femme, voilà. Alors ils vous définissent les races humaines, hein, sans problème. Les jaunes, les noirs, tout ça, c'est bien rangé. Et puis, une femme, c'est l'être humain du sexe qui produit les ovules pour être fécondé par le mâle. Ok, alors oui, moi j'ai 55 ans, je ne sais pas ce que je suis. Ailleurs. Voilà. Voilà. Parce que moi, faire féconder mes ovules, c'est plus mon truc, hein. Et donc, je pense que je suis plus une femme à l'Académie française. Bon, mais là, on tape sur l'Académie française. Le Robert 2018, que j'utilisais comme exemple, avait ça. Là, le Robert 2024 a fait un peu de ménage, mais vous trouvez encore à Reine, épouse du roi. La première explication sur Reine, c'est épouse du roi. Voilà. Mais bon, voilà, l'Académie française, non, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, on a notre propre droite néo-réactionnaire qui pense que, oulala, c'est très très mal, qui soudain s'est senti une passion pour les dyslexiques. Jusqu'à présent, ils n'en avaient rien à faire. La simplification de l'orthographe, c'est un scandale parce qu'on touche à un patrimoine. Alors que ça aiderait les dyslexiques, mais l'écriture inclusive, qui n'est évidemment vue qu'au prisme du point médian, alors que c'est la façon la moins imaginative de faire l'écriture inclusive, le point médian. Bon, ben ça devient leur nouveau cheval de bataille. D'ailleurs, en France, moi, ce que je dis, vous savez, vous appliquez la circulaire Blanquer avec des œillères. Parce que la circulaire Blanquer, elle fait de l'écriture inclusive avec tout sauf le point médian. La double flexion, les étudiants et les étudiantes, les formes passives, elle fait tout. Et si on vient vous casser les pieds en disant « Ah, c'est lourd, les étudiants et les étudiants », bah vous dites, si vous voulez, moi je prends la forme contractée avec le point médian, mais j'utilise la circulaire Blanquer, mais c'est comme vous voulez, quoi. Ça, c'est la règle qui a été adoptée aussi à Sorbonne Université. Ouais. Mais pourquoi pas? En plus, c'est plus efficace. Alors, pour le coup, pour le cerveau, c'est plus efficace que la forme contractée qui a tendance à invisibiliser quand même parfois un peu de féminin. Voilà, mais c'est un peu long, quoi. Mais ça marche très très bien. Ça s'éloigne peut-être un peu du sujet. Excusez-moi, mais je me demande si en Suisse aussi, vous n'avez pas l'influence
germanophone un petit peu de ce point de vue-là. J'ai l'impression qu'il est peut-être fausse qu'en allemand, la féminisation des noms de métiers, notamment, est beaucoup plus automatique, avec le qu'on rajoute in à la fin, professeur, professorine. Alors elle est plus ancienne, ouais. Elle est plus ancienne en particulier, font ça depuis plus longtemps. Alors il y avait une vieille notation, ils mettaient les i de professorine en majuscule, mais j'avais discuté avec une mathématicienne qui avait eu une thèse en maths de l'université de Zurich et qui était doctorine, et qui trouvait ça scandaleux parce qu'elle est bien méritée d'être doctor comme les autres. Bon, depuis elle a réfléchi, mais donc c'est pas gagné non plus, même si, c'est-à-dire il reste une noblesse qu'on confère au masculin, que même si le féminin est là depuis plus longtemps. Bon, par contre, en français suisse, on féminise les titres. Par exemple, doctoresse, une femme docteur, c'est doctoresse. Et puis, évidemment, quoi. Une chef avec 2 FE, bien sûr. Voilà, ça, c'est plus en débat, quoi. Ouais, c'est toujours un peu plus compliqué. Enfin, là, à l'université à Sorbonne, on commence à voir maintenant des femmes maîtresses de conférences qui l'indiquent. Parce qu'au départ, c'était non, moi je suis maître de conférence parce que je ne vois pas pourquoi je serais moins reconnue qu'un autre. C'est ça. Mais maintenant, ça commence à... Alors nous, on débat si on est maître ou maîtresse d'enseignement et de recherche. J'avais même titré Mesdames les maîtres et maîtresses d'enseignement et de recherche, parce qu'au fond, je veux forcer personne. Par contre, professeur avec un E, oui, ça, tout le monde est au clair là-dessus. Bon, mais le problème, c'est que les Québécois ont ouvert la voie dans les années 70 avec une maître pour l'université. Et donc, tous ceux qui déclinent de là, prennent ça comme référence. Aujourd'hui, on peut être un peu plus courageuse et oser maîtresse, qui, dans les années 70, n'était pas imaginable. Donc moi, j'étais maîtresse d'enseignement et de recherche, et puis maintenant, je suis professeure avec un E, que j'abrège PRE, mais ça surprend personne. Je me souviens une fois en France, quand j'étais encore à l'Académie en France, j'ai essayé de me faire une carte de visite avec écrit doctorante, mais ils l'ont refait 3 fois la carte de visite avant de réussir à m'écrire doctorante. Bon, c'est une université d'informatique, mais on voyait que c'était super dur, quoi. Et est-ce que moi, du coup, je m'attends le cadre de la non-mixité, parce que c'est quelque chose c'est une question qu'on a abordée, de se dire, là, on est dans une institution, on est au muséum, il y a énormément de femmes scientifiques au muséum, et on commence à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un événement, une conférence par discipline, mais justement en non-mixité? Et quand on a commencé à en discuter un petit peu, ne serait-ce qu'au sein de l'unité, ça a été mais c'est pas possible. Enfin voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Et puis, de toute façon, vous n'allez pas être assez nombreuses. Mais ceci dit, je suis en train de me dire qu'il faut peut-être qu'on pousse vraiment l'idée, parce que... Déjà, vous n'allez pas être assez nombreuses, ça vous regarde. Ils sont gentils de s'occuper de vous, mais en fait, ça vous regarde. Non, mais le problème, c'est que les groupes dominants trouvent inadmissible de ne pas être autorisés partout. Par contre, quand en tant que groupe dominé, il y a des endroits où, certes, on aurait le droit de venir, juste, on ne se sent pas en confiance pour y aller, ça, donc à venir, c'est légal, gna. Bon, alors, mais voilà. Mais par contre, ça peut être difficile à comprendre pour des gens qui n'ont jamais fait l'expérimentation, enfin, qui pensent que leurs privilèges sont des façons d'être normales. Et donc à ce moment-là, alors moi j'ai un exemple que j'utilise avec mes étudiants, alors mes étudiants et mes étudiantes qui sont quand même tous des étudiants genevois. Au niveau master, j'ai quelques étudiants et étudiantes racisés, mais il n'y a quand même pas fou. Ils sont en général blancs, de milieu socio-professionnel, ça peut aller. Et puis heureusement, il y a une population de migrants qui compense un peu. Donc je leur explique que quand j'ai cherché un appartement pour habiter à Genève, ce qui à Genève n'est pas une mince affaire, j'ai réussi à trouver un appartement en 1 mois et demi. Si je pense que c'est grâce à mes compétences en recherche d'appartement, autant pour moi. C'est parce que je suis une femme, c'est plus rassurant, je suis blanche, c'est plus rassurant, j'ai un permis de travail qui me permet de rester, et je travaille dans une boîte qui ne va pas faire faillite, qui est l'Université de Genève, et j'ai un salaire de prof, et donc avec tout ça, en 1 mois et demi, j'ai pu trouver un appart. Et j'ai bénéficié d'un privilège envers, par exemple, un couple avec un jeune enfant dont l'un des deux a un CDD et l'autre cherche du boulot, racisé. Ça ne veut pas dire que activement j'ai travaillé à les discriminer, mais de fait, si moi j'ai l'appart, c'est bien parce que eux, ils l'ont pas eu. Et à ce titre-là, qu'entre personnes qui ne bénéficient pas d'un certain nombre de privilèges, on ait besoin de se retrouver par moment, parce qu'il y a des choses dont on ne serait pas à l'aise,
de parler avec l'autre groupe, peut-être les gens peuvent commencer à comprendre. Des fois, on peut faire comprendre aux gens en disant, quand vous faites une réunion syndicale, est-ce que vous invitez au début le patronat? Ben non. Ah, à la fin, vous l'invitez, vous pouvez dire quoi vous avez parlé, mais pas au début. Bon, ben là, c'est pareil. Sauf que s'ils veulent vraiment pas admettre que dans un rapport comme ça, ils sont un peu le patronat, de toute façon, ça va coincer. On a fait ça il y a 2 semaines, on était à l'anniversaire de la Société française des systématiques, qui a 40 ans. Et pour le coup, à la présidence, il y a eu une femme qui a démissionné en cours de parcours parce que ça n'allait pas. Entre autres. Raison de remarques sexistes. Voilà. Et en fait, effectivement, quand on a posé la question à l'un des présidents, il fallait dire, mais moi aussi, je me suis sentie pas légitime parce que je suis belge. Ok, bon. Et donc, en quoi est-ce que ça nous fait avancer et la deuxième chose, c'était de dire, mais nous, on n'empêche aucune femme de venir. Tiens, Et en fait, c'est ça, et c'est cette question-là qu'on se pose, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces sociétés savantes soient plus accueillantes, pour que les femmes se sentent légitimes? Alors moi, évidemment, j'ai un double blocage, ouais. mais du coup, voilà, j'essaie de... Alors, moi, je travaille avec des informaticiens qui sont à des postes à responsabilité d'entreprise du numérique en Suisse romande et qui veulent être des managers inclusifs. Bon, l'avantage, c'est qu'ils voient bien qu'il y a un truc qui joue pas forcément chez eux, dans leur équipe, dans l'entreprise, il y a un truc. Donc, ils partent quand même volontaires. Mais on leur fait vivre des expériences, ou non pas, ou même de discrimination, mais par exemple, j'ai fait un 1, 2, 3 soleil des discriminations. Voilà, donc vous mettez contre le mur du fond une population variée, des hommes, des femmes, des personnes racisées, voilà, des populations variées, et puis vous lisez votre papier en disant j'ai déjà été insultée de manière sexiste dans la rue, et si ça vous concerne, vous faites un pas en avant. On m'a déjà fait des remarques sur ma tenue à mon travail, et ça vous concerne, faites un pas en avant. J'ai déjà été insultée à cause de mon origine ethnique. Voilà. J'ai dissimulé le quartier d'où je venais quand j'étais petit. Voilà. Et voilà, ça c'est pour les classes sociales. J'ai été amenée à... Alors ça c'est un peu... Alors il y a des trucs, il faut y aller en douceur parce que ça peut provoquer des outings, mais c'est pas le but du jeu. Mais sinon, j'ai dû dissimuler la personne avec qui j'avais une relation romantique à ma famille. Donc ça peut être et des questions de race et des questions d'homophobie. Je me suis déjà demandé si je gagnais autant que une personne de l'autre sexe dans mon entreprise. J'ai déjà craint qu'on m'accuse d'avoir couché pour avoir ce poste. Voilà. Et puis voilà. Et puis on voit bien qui avance et on voit qui avance pas. Et là, les mecs qui disent non mais tout va bien. Alors ils peuvent toujours dire que les femmes se font des fantasmes parce qu'en fait ça n'arrive pas dans le réel, mais ils constatent quand même qu'ils n'ont pas le même rapport au monde que les femmes. J'ai déjà renoncé à une soirée parce que j'avais peur de rentrer chez moi le soir. Avant de partir le soir, je téléphone à quelqu'un en disant à quelle heure je pars pour qu'elle s'inquiète si je rentre pas à la bonne heure. Puis les mecs disent, bon, tu fais ça, toi? Voilà. Et donc là, ça permet de voir qu'on a un rapport au monde qui n'est pas le même. Et alors, je dis pas qu'aussitôt ils deviennent des managers inclusifs, mais ils se rendent compte qu'on chouigne pas pour rien. Voilà. Et ça change quand même pas mal les choses. Et que quand on dit lutter contre les violences sexistes ou sexuelles parce qu'une blague sexiste, c'est une blague de trop, oui, ils comprennent que c'est pas une blague sexiste, c'est la cerise en haut d'un gâteau pyramidal, quoi. Ouais. C'est un peu pour rebondir sur tout ce qui a été dit et ce que Guizot mentionnait à propos des réunions non mixtes et tout ça. De façon anecdotique, il y a quelques années, dans un laboratoire du muséum, dans lequel j'étais pas, mais j'ai des échos, il y avait eu une annonce pour un congrès jeunes chercheuses, réservé aux jeunes chercheuses dans le domaine. Et en tout cas réservé pour présenter, c'était pas fermé à double tour pour les hommes, mais voilà, seules les jeunes chercheuses pouvaient présenter. Et il y a eu des réactions très violentes de la part de collègues exclusivement des hommes. Les seuls à avoir un petit peu défendu le truc, il y avait 1 ou 2 hommes plutôt jeunes en poste et puis des jeunes chercheurs, et sinon c'était que des jeunes chercheuses qui ont défendu le truc. Alors qu'elles sont précaires par rapport à leurs collègues en poste. Et tout ça, je le précise parce que ça me rappelle ce que vous disiez sur le fait que c'est quelque chose qui doit être joué à
tous les niveaux et pas seulement faire en sorte qu'il y ait de la parité ou faire en sorte que les plus jeunes soient sensibilisés. Là, on avait le cas des plus jeunes sensibilisés et il se trouve que c'est une des UMR de France les plus paritaires en termes de nombre d'hommes-femmes. Mais comme il n'y avait que les vieux hommes proches de la retraite qui s'exprimaient, et ben en fait, ça faisait une ambiance extrêmement délétère, sexiste. De toute façon, médecine 60%, 65% de filles, et c'est quand même là où il y a encore le sexisme le plus crasse, en s'appuyant sur la tradition de la discipline. Oui, et puis ça, c'est comme dans la recherche, où par exemple, il y a toujours un plafond de verre pour quand on veut être prof ou directeur de recherche, là d'un coup, c'est plus dur. Il y a beaucoup moins de femmes, etc. Bah, médecine, c'est pareil, les généralistes, c'est surtout des femmes, et les spécialistes, les grands chirurgiens, voilà. c'est toujours des hommes. Et d'ailleurs, moi, je suis prof associé, je ne suis pas prof ordinaire, parce qu'en Suisse, on a 2 plafonds de verre. Un pour passer au niveau professoral, celui-là, ça y est, c'est fait. Et puis ensuite, au niveau professoral, on a 4 niveaux différents, parce que les hiérarchies, on trouve ça génial. En France, vous avez PU, nous, on a 4 trucs, et je suis sur l'avant-dernière marche. Alors, je désespère pas choper la dernière marche avant la retraite, mais il faut que mes collègues me reconnaissent et me proposent. Voilà. Et comme je fais le job d'un prof ordinaire pour moins cher, bon, alors il y a quand même des trucs que j'ai pas le droit de faire parce que c'est hiérarchisé aussi dans ce qu'on peut faire. Au bout d'un moment, il risque d'avoir besoin de plus de profs ordinaires pour prendre plus de responsabilités, et donc ça pourrait m'arriver comme ça. Je suis une raison comme une autre. Je préfère que ce soit pour l'excellence de mes travaux scientifiques, mais moi je suis pragmatique. Mais voilà, c'est-à-dire c'est effectivement plus difficile quand on s'élève dans les étages. Et vous avez vu les prix Nobel cette année? Oh là là. Donc en sciences, il y a 0 femme. Voilà. Donc vous voyez, le progrès est en marche. Marie Curie, elle a plus de prix Nobel à elle toute seule qu'il y en a eu ces 2 dernières années pour les femmes. Et en médecine, il s'est passé un truc super intéressant. En médecine, il y a un gars qui a eu un Nobel alors que sa femme était première autrice de l'article. Et elle n'a pas eu le Nobel. Donc on a interpellé, l'Académie des Nobel a été interpellée en leur disant peut-être là vous avez raté un truc. Et donc l'Académie des Nobel, droite dans ses bottes, avec en plus des arguments qui malheureusement se tiennent dans cette logique de critères, mais c'est elle qui est perverse, c'est qu'elle dit le dernier auteur, c'est en général le responsable de la manip ou le responsable du laboratoire. C'est lui qui trouve l'argent pour faire la manip. C'est souvent le concepteur ou l'auteur de l'idée. Ça se discute. Parfois oui, mais pas toujours. Mais ça arrive. Et donc c'est normal que ce soit lui qui ait le Nobel, parce que sa femme, même si elle était première autrice, à l'époque, elle n'était pas chercheuse titulaire. Et par la suite, voilà. Et par la suite, elle a fait toute sa carrière dans l'ombre de son mari, donc elle n'a pas pu montrer son excellence par elle-même. Parce qu'il y a 2 ans, c'est Genève qui a eu 2 Nobel, mon recteur, il était sur orbite. D'autant plus c'était pour les exoplanètes, où ça a été Michel Mayor, le responsable, et son doctorant Didier Queloz. Mais comme par la suite Didier Queloz a fait une carrière en son nom, il n'y a eu aucun problème à donner les Nobel aux 2. Et d'ailleurs, on avait salué que pour une fois, parce que c'est un problème de longue date, l'Académie a aussi couronné le doctorant en même temps que le directeur de recherche. Mais Queloz, il existait par lui-même. Là, cette dame, elle est tout le temps restée dans l'ombre de son mari. Ça alors, elle n'a jamais émergé par ailleurs, et ben, elle n'a pas eu le Nobel. Parce que quand même, il nobélise le directeur de laboratoire. Ça s'est vu au moment de la découverte du sida, quand Françoise Barré-Sinoussi a eu le Nobel avec Montagnier, qui était le directeur du laboratoire. Et puis alors ça s'est vu de façon plus scandaleuse quand Hewitt a eu le prix Nobel pour la découverte des pulsars, alors que c'était Jocelyn Bell qui avait découvert les pulsars, et lui, il avait été directeur de thèse. Mais pour le coup, il n'avait même pas monté ni la manip, ni le quoi que ce soit. Donc là, l'argument, en appliquant le critère strictement au pied de la lettre, ça se tient, sauf que c'est un critère qui est intrinsèquement sexiste, de par le fonctionnement de la science. Donc on se retrouve au prochain Nobel. Je pourrais dire 10 000 choses pour une, par exemple, en parlant du prix Nobel. Quand j'ai fait ma thèse de mathématiques à Limoges, j'ai parlé beaucoup avec la directrice de thèse. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une femme. Et j'étais dans la famille, j'ai parlé beaucoup de
pour apprendre le français, j'ai laissé des choses que je connaissais et j'ai eu la chance de connaître la vie de Marie Curie depuis que je suis très jeune fille. C'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Donc j'ai laissé un livre. Et donc l'auteur, je ne me rappelle pas, c'est une dame très connue en France qui a fait une biographie de Marie Curie, disait que Marie Curie n'avait pas une entrée à elle toute seule dans les dictionnaires. Elle est à Pierre et Marie Curie. Et je parle de l'année 1994. Et ma directrice de thèse a dit c'est pas possible. Je ne crois pas. Et elle a pris un dictionnaire de sa fille. Et elle a dit c'est un dictionnaire récent. Alors aujourd'hui, je vais vérifier si c'est toujours pareil. Mais c'était vrai pendant longtemps. Ouais. Et le Centre Hubert Klein-Auclair a étudié des manuels de sciences. Et sur un manuel, alors les femmes, ils sont ultra peu représentées. Et il y a une photo où on voit Marie Curie faire quelque chose avec une radiographie des corps humains, quoi. Et la légende, c'est un appareil de radio. Avec son mari, Marie Curie avait découvert le radium. Non, c'était même pire que ça. Pierre Curie avait assisté de son épouse, avait découvert. Enfin voilà, elle était représentée comme assistante de Pierre Curie. Et sachant qu'ils ont dû taper sur la table Becquerel et Pierre Curie pour qu'elle y soit associée. Et par contre, j'ai appris aussi qu'à cette année-là, ils ont divisé le montant du prix en deux. Oui, Becquerel et les Curie, voilà. Bah déjà, ils avaient réussi à la nommer elle, alors qu'elle était assistante de son mari, manifestement, et ils ont divisé le prix en deux, ouais. Et un autre exemple que j'ai voulu mentionner, c'est à l'époque où j'ai appris à conduire en Espagne, une voiture, les assurances étaient moins chères pour les femmes parce qu'elles causaient moins d'accidents. C'était une indiscrimination inacceptable et ça a été changé 2 ou 3 années plus tard. Ouais. Ah oui, Alors, il y a certaines assurances qui font ça en France aussi, mais il faut se méfier avec ces trucs-là, parce qu'en Suisse, il y a un surcoût sur des primes maladie, parce que les femmes peuvent avoir des enfants, et donc coûter en termes d'assurance maladie. Donc, comme on est parthénogénétique, on se dit bien qu'on fait les enfants toutes seules, hein, voilà. Et donc, avec cette logique d'utilisateur-payeur, bah, effectivement, les maternités, c'est plus les femmes qui les utilisent que les hommes, quoi. Donc, c'est très casse-gueule comme voilà, ce genre de raisonnement où on oublie la solidarité et on ajuste. Mais là, ça allait contre un stéréotype quand même encore très célèbre sur les femmes au volant. Et une autre chose que j'ai vue très récemment, et là j'étais très étonnée parce qu'effectivement, dans les groupes de femmes mathématiques que je suis depuis longtemps, il y a toujours cet aspect de mes livres qui ne font pas attention à bien montrer les femmes. Et j'ai vu de façon absolument, là je suis tombée d'eau, un programme sur l'enseignement en médecine. Et c'était très récent, il y a une ou deux années, des femmes qui étaient dans l'enseignement de médecine et qui montraient les manuels, et vous voyez les hommes, les femmes n'existaient pas. Et les images, mais c'était époustouflant. Mais vous pouvez aller... C'est quand même... Vous pouvez aller dans les manuels de SVT en France. Alors, ça a beaucoup de lait et les nouveaux manuels se sont un peu perfectionnés, mais j'ai encore un manuel où on explique la production de la testostérone sur un corps féminin, parce que les femmes, les hormones, les hommes, les muscles, vous voyez. Et donc, même quand c'est absurde, parce que les hommes aussi ont des hormones, ça alors, voilà, on se retrouve avec un modèle de corps féminin. Par contre, les femmes ont le plus petit muscle du corps se trouve dans l'oreille, je crois. Et là, c'est là qu'on a une photo de femme qui sourit, par ailleurs, pour parler des zygomatiques. Et alors, elles ont les muscles lisses, elles ont les muscles de l'œsophage aussi, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est aussi le seul endroit où on voit des personnes racisées qui ont des muscles. On voit des athlètes noirs qui ont des muscles et qui transpirent, parce que voilà, là c'est le moment où on a enfin des gens qui sont non blancs. Enfin voilà, il y a vraiment... Alors ça date un peu de ma recherche là-dessus, et j'ai vu qu'en SVT, il y avait quand même des progrès, mais sur les personnes racisées, je pense qu'on peut repasser le peigne et qu'on n'est pas du tout encore au compte, quoi. C'est pour que je parce que j'ai vu plein de
et c'est un sujet qui me passionne depuis toujours aussi. Et à l'époque du Covid, j'ai trouvé ça époustouflant. Et les images qui indiquaient par où il fallait aller et revenir, c'était toujours l'image d'un jeune blanc. Et dans mon université, il y a beaucoup de jeunes femmes voyantes, et surtout pas blancs. Et j'avais trouvé cette image, tu regardais les jeunes, et cette image qui disait qu'il faut que toi qui ailles par là, et j'ai pas su réagir. Ouais, le décalage avec le réel était un peu... Ouais. J'ai pas su quoi faire, quoi. Mais j'ai trouvé ça, et ça n'avait rien à voir avec la réalité. Et vous vouliez dire Non, mais c'était pour rebondir un peu sur ce qu'on disait sur Marie Curie, et ça m'a rappelé votre exemple avec la page Wikipédia en français. Ouais. Alors, j'ai un peu traîné à une époque sur Wikipédia en français, c'est, je pense, beaucoup plus toxique que Wikipédia en anglais, qui a quand même fait plus d'efforts d'inclusivité. Ils ont fait des initiatives pour qu'il y ait notamment des femmes scientifiques qui soient créées. Ils ont des règles moins strictes sur les sources secondaires et tout ça, ce qui fait que c'est moins bloquant. Bref, et ça me fait penser, on parle beaucoup de Marie Curie, alors en paléontologie, on a une femme aussi qui est très connue, c'est Mary Anning, et il y a même eu un biopic un peu bizarre sur elle, avec comment elle s'appelle, c'est le Titanic, avec Kate Winslet, bref, voilà. Mais je me demande aussi si c'est pas dans une certaine mesure néfaste à terme, parce que c'est toujours les mêmes femmes scientifiques qu'on voit. C'est l'exception qui... On voit toujours, en paléontologie, Mary Anning. Je suis sûr que dans chaque science, dans chaque discipline, il y a un peu une femme comme ça qui est toujours mise en avant, et ça fait un peu token. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il ne faudrait mieux pas, au contraire, en paléontologie, il y a plein de femmes qui ont eu des carrières hyper importantes, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément sur les groupes les plus sexy, sur les questions les plus médiatisées par le grand public, et du coup on n'en parle pas. Et donc voilà, il y a peut-être aussi un effort à faire là-dessus. C'est pour ça que je suis venue avec plein d'informaticiennes en fait. D'ailleurs, si j'avais fait mon parcours jusqu'au bout, j'aurais terminé par Cathy Bouman, qui a découvert, qui a modélisé la première visualisation du trou noir il n'y a pas longtemps. 2019, un truc comme ça, enfin voilà. Et parce que pareil, Ada Lovelace, ok, mais il faut pas s'arrêter là, parce que sinon c'est pareil. Outre le fait que je vous ai montré que je la mettais sur son travail et pas simplement en femme de cour, voilà. Mais il faut mettre du monde pour qu'on n'ait pas cet effet. Parce que l'effet Marie Curie, c'est... Alors ok, il y a des femmes en physique, Marie Curie, 2 prix Nobel, et donc toi, ou t'es Marie Curie, ou rien. Voilà. Alors pour... voilà. Ça donne l'impression que Marie Curie, elle a subi sexisme, mais bon, c'était il y a longtemps. Voilà. Elle est morte, donc c'est plus le sujet. Alors pour les garçons, Einstein, il est inaccessible, sauf qu'il y a des plans B. Si on n'est pas Einstein, on a full de plans B. Alors que pour les filles, on a un peu Marie Curie ou rien. Et puis encore, quand on parle du sexisme, c'est pas si souvent qu'on parle du sexisme qu'a subi Marie Curie. Moi, je me souviens d'avoir lu un livre pour enfants qui disait « Et malgré tout, en sortant du labo, elle avait le temps de s'occuper de ses enfants et de son ménage ». C'est possible, hein, par ailleurs. Enfin, j'en sais rien. Même si Pierre Curie m'avait l'air d'être plutôt un brave homme. Par contre, sa liaison avec Langevin qui a fait qu'on a failli pas lui remettre son deuxième Nobel parce que c'était soudain une étrangère qui détournait les hommes français, on en fait moins de pub, quoi. Et dans le cadre du réseau là, de réalité de Sorbonne, on a participé à un projet qui s'appelle le projet Hypatie. On ne sait pas où ça en est pour l'instant parce que c'est entre les mains de la mairie de Paris, mais on a constitué un réseau de scientifiques pour déterminer 20 noms de femmes scientifiques qu'on pourrait inscrire au 2e étage de la Tour Eiffel. Et en fait, à ce moment-là, il y avait des grosses discussions parce qu'au 1er étage, c'est que des ingénieurs et que des hommes de sciences dures, on va dire. Et puis quand on a discuté de trouver des noms de femmes scientifiques, alors se présentait la médecine, la sociologie, et qui sont des disciplines qui vont être considérées un peu plus soft. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui disent non, dans les sciences dures, il y a aussi beaucoup de femmes scientifiques qui sont présentes. Et il n'y a pas de raison qu'on bascule sur un autre cadre. Ouais. Enfin, voilà, ou alors on fait rentrer aussi des hommes sociologues, des hommes psychologues, pas trop, parce que tout en haut aussi, il y en a un peu trop, mais voilà, il ne faut pas réserver. Alors d'ailleurs, avec Hypatie, l'histoire d'Hypatie d'Alexandrie, j'avais lu un texte que je trouvais tout à fait intéressant qui disait
C'est curieux, on ne sait rien sur elle, sauf la façon dont elle est morte et que ça aurait été horrible. Et il dit, mais en fait, si ça se trouve, on ne sait pas non plus comment elle est morte, mais on a voulu faire un exemple. Regardez une femme mathématicienne, eh ben, elle a été mise à mort par la foule parce que faites attention à ce que vous allez faire. Voilà. Parce que c'est quand même curieux de savoir, à ce point rien, sauf de manière très détaillée et graphique, la manière dont elle est morte. Moi, pour dire avec d'autres choses, ce que je trouve, surtout dans les jeunes femmes, c'est qu'on considère que les problèmes sont réglés et qu'il ne faut rien faire. Et quand il vient dire, oh, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, ah, mais non. Et d'un côté, elle continue à être dans ces boules dans lesquelles il n'y a rien qui se passe, et d'un autre côté, donc ça c'est beaucoup plus. Ce que je vois, c'est que les personnes qui tombent de très haut. Et moi je ne sais pas ni comment accompagner ça, ni comment. Ben, ça, c'est un truc qu'on a moins en Suisse, probablement parce que le droit de vote fédéral, c'est 1971, et que le congé maternité payé, c'est 1995. Donc, on est sur une histoire très, très récente. Et puis aussi parce que l'université a clairement des programmes pour encourager la relève féminine et des affiches. Alors, quand les affiches sur la lutte contre le harcèlement sont arrivées, c'est pas passé tout droit, mais maintenant elles sont complètement intégrées dans le paysage, université bienveillante, et puis bourse de soutien spécialement pour les femmes. Enfin, il y a une culture de l'encouragement, alors dont on pourrait regarder plus en détail les paramètres, mais puisque l'université le prend à bras-le-corps, c'est que c'est un sujet, quoi. Enfin, on ne pense pas que l'université est une entreprise philanthropique, donc si elle prend ce sujet, c'est que ça doit être un sujet. Par exemple, on a dans toutes les commissions de recrutement professoral, il y a un ou une membre de la commission égalité qui est nécessairement un ou une professeur ordinaire, donc le tout à fait haut du pavé, donc des gens très occupés, payés cher, qui sont mandatés et déchargés de leur travail pour assister à... Il y en a un pour toutes les commissions professorales pour s'assurer que l'égalité est respectée. Donc, quand on décharge au niveau horaire les gens qui sont au plus haut placé de la carrière scientifique pour vérifier que la phrase qui dit le genre sous-représenté à la dossier équivalent, le genre sous-représenté sera recruté, c'est quand même, on met le paquet, quoi. Et donc ça aide les jeunes femmes à comprendre que... Mais moi, c'est comme ça que j'ai compris que c'était encore un sujet. Quand je suis arrivée à l'université à Nanterre en sciences de l'éducation, j'étais encore j'avais quitté l'informatique, mais je pensais encore que la question était réglée. Et là, ma directrice de thèse s'appelait Nicole Mosconi, elle était professeure d'université, elle dirigeait le laboratoire de recherche, elle dirigeait les masters et elle était officiellement féministe. Et je me suis dit, oh ben mince, comment on peut être encore féministe aujourd'hui, alors que visiblement c'est quelqu'un d'important, vu qu'elle a tout ce grade-là. Ça m'a amené à réfléchir. Bon, elle en a beaucoup ri par la suite, ça je vous cache pas. Mais vous voyez, ça assoit le truc. En France, il y a la Fondation L'Oréal qui a un programme qui s'appelle For Women in Science, qui fait des trucs super avec des jeunes diplômés. Moi, tous les ans, je vais discuter avec... combien il y en a par an 28, un truc comme ça, qui viennent de toutes sortes de labos de recherche, de toutes sortes de disciplines scientifiques. Certaines, elles viennent en disant bon, je vois pas le problème, mais il y a un truc pour les filles, j'en profite parce qu'elles veulent faire carrière. Parfait. Voilà. Il y en a qui viennent, elles savent très très bien pourquoi elles viennent, et quand elles repartent, elles savent toutes pourquoi elles étaient là, quoi. Bah, merci beaucoup. On va peut-être, Au revoir les gens en ligne. La caméra s'est coupée entre temps. Ah, bon. Mais parce que je pense qu'il n'était pas... Alors déjà, je vais arrêter le partage.